donc nous allons commencer la conférence. Je vais tout d'abord laisser la parole à Julie pour vous présenter cette conférence. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce qui est la troisième ou la quatrième, ça dépend comment on compte, conférence du Club Startup, qui est donc un nouveau club qui a été lancé par l'association, enfin par l'AEGE, qui est l'association des experts de l'école de guerre économique. Le Club Startup a vocation à sensibiliser les étudiants aux outils et méthodes des startups et de l'innovation. Voilà, mais aussi à promouvoir ces outils, les outils et méthodes de l'intelligence économique dans l'écosystème des startups. Donc cette année, il a été animé par moi-même en tant qu'ancienne et par Alizé Guillet comme coordinatrice. Il regroupe 4 étudiants, Thomas Flenet qui coanime cette conférence avec moi, Tristan Machin, Camille Houya et Jonathan Pereira qui sont présents ici, voilà, ici ce soir. Hem donc dans ces conférences, on a souhaité avoir soit des analyses plutôt sectorielles, donc on a eu, la chance d'accueillir Olivier Zrati qui nous a parlé du plan quantique et les 2 dernières étaient plus consacrées à des enjeux méthodologiques et ce soir, et ben, on a décidé de réfléchir au futur, avec nos 2 intervenants, au futur, aux nouvelles approches de la prospective, des approches qui font plus de place à la fiction, aux imaginaires, et cetera. Donc on espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y aura aussi bien sûr un temps d'échange, où vous pourrez, reposer d'autres questions et nous allons, utiliser un outil qui s'appelle Menti qui permet de créer des mini sondages. Donc, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour noter le code. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Présenter notre premier invité. Donc c'est Jean-Baptiste Colas qui travaille sur des sujets de prospective et d'innovation dans le domaine de la défense. Voilà, je vais le laisser faire une petite minute de présentation s'il le souhaite. Oui, merci beaucoup. Déjà, ravi d'être avec vous ce soir. Je suis le commandant Jean-Baptiste Collat. Je travaille à l'Agence de l'innovation de défense et je suis le copilote de l'Innovation Défense Lab, qui est un laboratoire d'innovation qui accompagne les armées, le ministère des Armées, dans sa politique de transformation et d'innovation. Donc, on accompagne eh bien, les innovations terrestres, aériennes, spatiales, cyber, voilà, tous les types d'activités du ministère. Et puis, parmi le panel de projets que l'on accompagne, on a également le projet de prospective Red Team Défense, qui a été lancé par la ministre des Armées, Florence Parly, en décembre 2020. Voilà. Donc, ravi d'être avec vous ce soir et ravi de partager cette séquence ensemble. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième invité est un professeur de l'EGE, il s'agit d'Aimar de la Métrie. Il est également membre fondateur du Cercle K2, qui est un élément de réflexion. Vous avez en lien sur le diaporama un de ses derniers articles. Je vais lui laisser à lui aussi une minute de présentation. Bonjour, merci de m'accueillir et ravi de partager avec vous, avec le commandant Collat, ces réflexions. Effectivement, mon parcours est d'abord ingénieur, puis j'ai commencé à me sensibiliser aux usages chez Decathlon, sur la partie design, et puis sur la prospective, les nouveaux comportements dans le sport, dans la société, les nouveaux comportements de masse. Et c'est pour ça que d'un point de vue très technique sur l'objet et les services, je suis arrivé à des dimensions qui étaient comment est-ce qu'on réfléchit au sens de ces innovations en ayant une perspective sur le futur. Et aujourd'hui, j'interviens effectivement en tant que consultant pour des entreprises qui veulent trouver des enjeux business dans le futur. Voilà. Donc, ravi et merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant au début de la conférence. On va poser donc la première question sur laquelle donc, il faut que vous alliez sur le Menti. Il s'agit de savoir si vous avez déjà entendu parler du terme design fiction. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Et moi, je vous ai remis le code dans le chat, Merci Julie. avec plaisir. Nos 2 conférenciers peuvent bien sûr également participer, s'ils ont envie.
même si ça va sûrement fausser un peu les résultats. Mais... On va faire ça. Bon, il semble que nous avons nos réponses. Oui. C'est assez équilibré. Alors, je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants pour nous parler de leur vision et de ce qu'est, selon eux, le design de fiction. Alors, quel de vous deux souhaite commencer, si nous avons un volontaire? Sinon, je vais laisser la parole à Monsieur Collat, s'il le souhaite. Avec plaisir. Ça revêt aujourd'hui c'est une discipline qui n'est pas très normée, en fait, qui est assez libre et qui laisse la créativité s'exprimer, avec tout de même un aspect fondamental, c'est on est là pour raconter une histoire, avoir un narratif qui emmène le spectateur et qui lui permet de s'extraire un petit peu de son monde et de ses biais, qui sont la vie de tous les jours et ses préoccupations actuelles. Et donc l'idée, c'est de le transporter dans quelque chose de différent, pour que à la fois il se sente entouré d'événements, de faits qui sont un peu différents de ce qu'il rencontre chaque jour, et puis en même temps le questionner. Le but, c'est vraiment de l'amener à se poser des réflexions qu'il ne se serait jamais posées sans avoir été transposé dans un monde différent, sans avoir été amené à réfléchir à des problématiques, à des questions qui ne seraient pas venues naturellement à son esprit. Et donc le design fiction, il est là aussi pour amener la réflexion et pour aider les gens à se transporter ailleurs pour justement penser différemment. Je pense que cette pensée différente, c'est un des fondements de la design fiction, c'est être capable d'amener une réflexion qui est hors du cadre, hors des impératifs du quotidien et qui permettent de s'extraire d'une réalité pour aller vers quelque chose d'autre qui est évidemment beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus riche que ce qui pourrait être fait avec un simple questionnement dans un environnement classique. Oui, j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit par le commandant Collat, et je vais rebondir sur un des mots-clés qu'il a donné. Effectivement, le but, c'est de transporter dans un monde différent qui a du sens. Et rien de mieux qu'une vidéo, qu'une histoire, plutôt qu'un discours, ce qu'on faisait avant. Hein. Et c'est cette notion de questionnement. C'est finalement, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça recèle comme opportunité? Qu'est-ce que ça recèle comme champ d'action? Qu'est-ce que ça recèle comme menace? Et c'est ça finalement qui fait émerger, c'est ce questionnement qui fait émerger chez les industriels ou chez des sociétés qui sont confrontées cette nouveauté. Le futur pourrait être comme ça. Eh bien, la question qui me pose, c'est finalement, où êtes-vous dans ce futur? Qu'apportez-vous? Que faites-vous? Comment y réagissez-vous? Est-ce que ce futur vous met en danger sur votre segment actuel? Ou est-ce qu'au contraire, ce futur vous donne des opportunités? Il y a toujours un peu des deux. Alors, je me suis permis un fond d'écran pour la partie méthode et outils. Il y a le diamant des outils de prospective, des prospects qui est assez connu, il vaut ce qu'il vaut, mais globalement, ce qui est bien, c'est que le design fiction, c'est très interactif. On fait intervenir des gens dont ça va être la vie future, et pas des ingénieurs. On n'est pas en train de dire c'est quoi l'ingénierie ou la technologie que telle entreprise ou telle entreprise veut pousser. Mais ça va être quoi leur usage? Comment est-ce qu'ils vont faire avec leur environnement? Et vous pouvez regarder des films d'anticipation, ça se passe très bien. Bien sûr, les films de la Red Team sont un exemple emblématique de comment est-ce que des gens confrontés à une situation pourraient utiliser ce qu'ils ont à disposition pour y répondre. Donc c'est très interactif, très créatif. Et globalement, quand on est interactif et créatif, on sort un peu du cadre, et le questionnement fait émerger des opportunités qui sont à côté de l'existant. Et
Pour Mais, moi, cette alors, question répond souvent par des business adjacents, de l'open innovation interne, de la start-up. Et pour moi, c'est ça le lien. et du coup, alors moi, je voudrais rebondir sur un point et déjà rappeler que les ingénieurs sont des humains. Nous sommes des humains. Nous vivons aussi dans le futur. Et sinon, je voudrais vous poser à chacun la question de en quoi ça diffère, cette approche du design fiction dont on entend depuis quelque temps, alors peut-être plus parler, mais en quoi est-ce que c'est différent d'approche de prospective? Naïvement, je vous dirais, bien sûr que les gouvernements se posent des questions sur le futur, bien sûr que les business le font. Et est-ce que finalement, c'est pas naturel à l'humain de se questionner sur ce futur et d'essayer de le deviner, de le prévoir, de l'anticiper? Alors du coup, en quoi le design fiction apporte quelque chose de nouveau, peut-être de différent? Pour cette fois, je commencerai rapidement et comme ça, pendant que là, je vous ai apporté un bouquin qui fait foi chez les prospectivistes. C'est, vous ne voyez peut-être pas, c'est 2100 récits du prochain siècle. C'est un vieux bouquin qui date d'il y a une trentaine d'années, où ils se sont penchés de manière, on va dire, prospective à la française, hein, très mathématique, à projection, sur plein de, sur plein de sujets. Donc c'est un travail sous l'égide de Thierry Godin. Dedans, tout y est, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. En revanche, c'est indigeste. Et puis, ça ne vous pousse pas à faire derrière. Donc, pour moi, le design fiction, il a cet avantage d'être digeste, parce que souvent, on raconte une histoire, donc il y a de l'apprenti quand on raconte une histoire. C'est beaucoup plus simple de vous positionner dans une histoire que de vous positionner dans un tableau Excel. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que raconter l'histoire, ce n'est que la moitié de l'approche perspective. Il y a derrière, qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous allez répondre à ce futur ou créer ce futur? Voilà, si le commandant Collard veut Non, mais réagir. je suis entièrement d'accord et c'est ce qu'on partage au sein du ministère des Armées. La première question qu'on s'est posée quand on a lancé le programme Red Team, c'était comment on allait accrocher les personnes du ministère des Armées qui sont censées penser l'avenir, qui sont là justement pour préparer les armées aux chocs futurs, aux problématiques futures du monde. Et quoi de mieux qu'une histoire, quoi de mieux que raconter une histoire pour embarquer les gens, pour leur faire toucher du doigt les problématiques auxquelles ils pourraient être confrontés à l'avenir. Et exactement comme vous venez de le dire, c'est pas avec un rapport de 400 pages en Taille du roman 8 qu'on va rendre les gens, on va dire, compétents dans la prospective d'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas lire déjà le rapport, et ensuite ils ne vont pas se l'approprier. Et si les gens ne s'approprient pas les supports, jamais ils ne vont travailler dessus et jamais ils vont avoir envie de porter des projets qui sont en lien avec cette prospective. Et la prospective, pour faire de la prospective, ça n'a aucun sens. La prospective elle est là pour anticiper l'avenir. Et comment on anticipe l'avenir? On l'anticipe en préparant par des études, par des projets qui vont dans le sens du changement de la société, de la technologie, de la philosophie, voilà, tous les pans aujourd'hui des sciences et des interactions qui peuvent avoir lieu avec l'humain. Et donc ça demande d'avoir accès à tous les sens, de mobiliser l'ensemble des sens des spectateurs. Et donc, la Red Team, on s'emploie justement à les mobiliser par des immersions, par des vidéos, par des éléments sonores, voire même par de la sensibilité ou des odeurs, d'aller titiller un petit peu le spectateur pour à la fois qu'il s'approprie les supports de restitution et qui se sente concerné justement par ce futur qui arrive à pleine vitesse. Et donc cette Red Team, elle est là non pas pour affirmer des vérités pour le futur, parce que voilà, on n'est pas là pour prédire le futur, mais on est là en tout cas pour donner à voir ce que pourrait être le futur et quelles pourraient être les menaces dans le futur. Et donc c'est fondamental aujourd'hui d'avoir ce récit, ce côté narratif qui embarque le spectateur et surtout qui lui donne envie de revenir. C'est ça qu'on mesure, nous. Parce que les gens qui viennent pour la première session, c'est bien, mais les gens qui viennent pour la deuxième et la troisième, c'est encore mieux. Et donc plus on a des gens qui viennent pour apprécier et prendre en compte ce narratif et pour l'intégrer dans leurs travaux, c'est ça qui nous permet de mesurer si le programme il est pertinent et il fonctionne ou pas. Il y a une question que je trouve intéressante dans le chat et pour affiner la démarche, je vais la soulever maintenant. Quelle place la personne demande si l'idée du design fiction, c'est bien le fait de prétendre des situations fictives futures
et d'imaginer des situations auxquelles on propose des solutions. Et je trouve intéressant dans la question que la personne ait intégré le fait de proposer des solutions. Et du coup, j'ai envie de vous demander, pour faire suite, une fois qu'on a immergé quelqu'un dans ce futur avec tous ses sens, tout son imaginaire, etc., comment est-ce que vous, avec les travaux de la Red Team, vous essayez, comment vous passez à l'action sur ce type de projet et peut-être ça, voilà, comment est-ce que ça fait émerger des solutions justement? Alors, très concrètement, au ministère des Armées, alors je ne sais pas si peut-être que je peux vous partager une planche, mais alors je ne suis pas Alors, aussi bon. je pense que oui, et sinon Thomas, Je vais le faire là. Je pense que je peux partager mon écran. Hop, je vais faire ça rapidement. Alors, est-ce que je peux faire ça Est-ce que ça fonctionne? Alors non, ça ne marche pas. Je ne sais Thomas, est-ce que tu as la possibilité de donner le y droit de arriver. partage? C'est ce que je suis en train de regarder. Hop. Alors, en attendant que mon Nicolas, Bien je sûr. vais peut-être faire un parallèle avec ce qu'on trouve dans le milieu industriel. Dans le milieu militaire, vous simulez, en tout cas ce que j'ai compris, une opposition et ça fait émerger la manière d'y répondre. Alors dans l'industrie, on va plus communément simuler des comportements futurs de l'ensemble du marché ou d'acteurs concurrentiels ou de l'écosystème. On va les projeter dans l'avenir et ça ne va pas faire émerger une contre-proposition. Ça va faire émerger plutôt où est ma place dans cette nouvelle chaîne de valeur, dans ce nouveau comportement. Tiens, je suis légitime à tel endroit ou à tel endroit. Et je pense que le commandant Nicolas est prêt à partager son écran, mais il y a, je pense, entre la Red Team, qui est un concept qui date de 2003, avec bien documenté aux États-Unis, avec toutes ces choses-là, où on simule l'opposition pour voir comment est-ce qu'on va y répondre, ce qui n'est pas encore dit dans le scénario. En design fiction, on va dire industriel, ou sur les marchés, on va simuler la totalité des comportements à l'industriel de choisir celui qu'il veut propager, préempter ou autre. Donc, il y a quand même une différence. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors là, en fait, je vous partage un petit peu les différents écosystèmes qui ont été créés dans le cadre de la Red Team. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas une Red Team, en fait, il y a plein de teams différentes. Et notamment, l'une des plus importantes, celle qui est tout à gauche, c'est la Blue Team. Et cette Blue Team, en fait, elle est constituée uniquement de personnes du ministère des Armées. Et leur but, c'est de répondre aux questions qui sont posées par la Red Team. Et donc, nous, la Red Team ne nous donne pas de solution. Elle nous fait nous poser des questions. Donc, elle nous emmène dans des mondes, elle nous emmène dans des problématiques. Donc, c'est assez frustrant, en fait, parce qu'elle ne nous pose que des problèmes, cette Red Team. Elle est là pour nous emmener dans des endroits où on n'a pas de réponse encore. Et justement, on sélectionne les scénarios, les travaux de la Red Team, qui sont les plus pertinents, qui nous font poser le plus de questions, pas ceux qui nous rassurent. Et donc, on a une Red Team un petit peu anxiogène qui est là pour nous embêter en permanence. Et cette Blue Team, en face, justement, son but, c'est d'aller répondre, essayer en tout cas de répondre aux questions qui sont posées par la Red Team. Alors, ça peut être par le lancement d'études, ça peut être également des projets qui sont créés sur des aspects technologiques. Et puis, on a également des experts scientifiques, la Purple Team, qui est là pour renforcer un petit peu les travaux de la Red Team, puisque les auteurs de science-fiction ne sont pas tous des ingénieurs ni des experts dans le domaine de la furtivité ou des ressources halieutiques ou de l'astrophysique. Et donc, on s'approche de chercheurs dont c'est le métier, pour le coup, et qui vont permettre de rendre extrêmement crédibles les scénarios qui sont créés, pour poser des questions encore plus dures et pour aussi alimenter les réponses de la Blue Team. Donc, on a une sorte de triptyque, à la fois de personnes qui fabriquent des narratifs, des récits, pour poser des questions, d'experts qui vont rendre ces questions encore plus pertinentes dans leur domaine scientifique ou dans leur domaine philosophique ou sociologique, et puis une équipe qui est là pour répondre très concrètement à partir de ces questions aux problématiques qui sont posées. Voilà. Alors du coup, il y a des questions
technique qui commence à émerger et du coup, on va l'ouvrir un peu, mais une question que je trouve intéressante, c'est celle des scénarios qui ne sont pas retenus. Est-ce qu'il y a un moment donné où la Blue Team dit ça, non, juste non? Alors, tout à fait. Ça fait pas. Alors, c'est pas un non parce que enfin, ils veulent pas en entendre parler. C'est un non parce que c'est du déjà vu, en fait. Donc, on fait une sélection plutôt parce qu'il ne nous embête pas trop. Donc, si le scénario, on va dire, on a déjà la réponse chez nous, que la question est vraiment simple en termes de réponse, on ne va pas le sélectionner, en effet, parce que la Red Team est là pour mettre en défaut le ministère des Armées. Il faut rappeler que le principe de Red Team, le Red Teaming, ça vient des États-Unis. C'est un concept dans les années 70 où les États-Unis, ayant besoin de renforcer la capacité, notamment de leurs pilotes de chasse, avaient acquis sous le manteau des avions russes, avaient formé des pilotes américains aux méthodes de pilotage russes et avaient formé donc cette Red Team qui allait se mesurer aux pilotes américains. Donc, le principe a été repris au ministère des Armées français donc en 2020. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas des avions qu'on a en face de nous, c'est des auteurs de science-fiction qui doivent nous challenger et nous questionner. Donc oui, on jette des scénarios, on jette des questionnements, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne nous bousculent pas vraiment sur nos problématiques de sécurité et de défense. Et Mar, du coup, la question que ça soulève, c'est dans le domaine industriel, en sachant qu'effectivement, c'est difficile parfois pour quelqu'un dont l'innovation est le métier d'aller challenger l'ordre établi, pour plein de raisons qui sont bien documentées. Comment est-ce que ça c'est pris en compte et géré? Il y a 3 critères pour les scénarios, au-delà des critères propres aux scénarios eux-mêmes, qui doivent être réalistes, etc. C'est que des scénarios, si on veut, on peut en faire plein, donc il ne faut pas en faire de façon trop. Ensuite, on a une tendance naturelle à essayer de prévoir 3 des 9 prochaines crises, 9 des 3 prochaines crises, comme vous voulez. C'est le complexe du prospectivisme qui va essayer de montrer que tout est une catastrophe. Donc, il faut arrêter de plus grandes catastrophiques, donc irrésolubles. Donc, il faut un nombre limité de scénarios. Il faut que ce soit actionnable, que ce soit à la main de votre client, entre guillemets, industrie, service ou autre. Et finalement, l'objectif, c'est de montrer une variété, mais pas une vérité. Il faut montrer un certain nombre de variétés suffisamment différentes. L'objectif, ce n'est pas de couvrir toutes les possibilités. Et donc, globalement, l'esprit humain, votre interlocuteur, au-delà de 3 ou 4, il a du mal à comprendre les différences. Donc finalement, de manière un peu standard, déjà, si vous avez 4 scénarios très différents, c'est pas mal. Ce qui veut dire qu'avec ces 3 approches, il y en a plein que vous pourriez écrire, mais vous n'allez pas écrire. Et finalement, vous allez agglomérer une dimension dans un scénario, séparer une autre, et faites confiance aussi à l'esprit humain. C'est que tout ce qui n'est pas dit, mais qui est cohérent, va apparaître à un moment donné dans l'analyse du scénario fait par l'entreprise, son COMEX, toutes les personnes qui arrivent, vous ensemencez. Le scénario n'est pas une projection de la vérité, c'est vous ensemencez, vous questionnez le cerveau pour qu'ils en déduisent ou et que ça les remette en question sur ce qu'ils veulent faire. Et ça les force à faire quelque chose de différent. Donc, il faut que ce soit limité, différent, réaliste, et déjà, c'est pas mal. Alors, je suis bien dans un... alors, je me suis permis de mettre derrière moi un fond d'écran avec des dimensions dans le futur. Et effectivement, dans le futur, on a tendance à faire du marketing stratégique. Dès qu'il est proche, on fait de la projection quantitative. 5, 10, donc je projette 15, 20, 25, c'est assez simple. Et puis, on a tendance aussi à vouloir faire des trucs très long terme, la futurologie. Si on reste dans cette bulle que je dessinais un peu orange, c'est la notion de comportement, où on pense l'autre, comportement et de technologie, eh bien, la meilleure approche, c'est quand même penser l'autre dans son opposition, ce que le commandant Collard représente bien par cette notion de red team. Et cette notion socio-comportementale dans les marchés, on va faire du design fiction, c'est-à-dire qu'on va concevoir un futur réaliste en faisant intervenir des gens pour voir comment ils répondent à leurs irritants avec les moyens qui leur sont donnés. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était 2 points de vue que je voulais partager avec vous. Tout à fait, et on a en fait plein de questions techniques qui arrivent dans le chat, ce que je trouve vraiment très intéressant, donc merci aux participants, et notamment une question sur
le design critique. Quelle est la place qu'on fait au regard critique, donc voilà, et au fait de ne pas tester des solutions seulement dystopiques, en réalité. Ce que soulignait Emar sur la nécessité de prévoir la prochaine catastrophe. C'est vrai que les scénarios de la Red Team, même s'ils sont très inspirants, sont des scénarios un peu dystopiques. Donc, Même, quelle place on fait au futur souhaitable? même très dystopique. Alors, pour le coup, ça va peut-être en choquer certains, mais pour nous, c'est pas notre problème. Nous, très clairement, on est là pour aller embêter nos prospectivistes militaires. Et on va dire que le soldat, le militaire, c'est l'ultima ratio. C'est-à-dire qu'on est là quand plus rien ne fonctionne et quand on doit rétablir l'ordre. Voilà, il y a un chaos, il y a un sentiment de profond déséquilibre. Et le militaire, eh bien, lui, son métier, justement, c'est de rétablir l'équilibre, de permettre à ce que eh bien, le pays, la France, puisse conserver son équilibre et soit rétabli dans ses droits, dans ses valeurs, dans la République, dans les différents pans qui font de la nation. Et donc l'armée française, justement, son métier, c'est d'assurer la résilience de la nation et la résistance de la nation. Et donc tout cela, on ne peut le faire que si on est correctement préparé. Donc on a un contrat très clair avec la Red Team. Ils ne doivent pas nous inventer la paix en 2060, malheureusement. Voilà. Ils doivent nous inventer les pires guerres, les pires scénarios de conflit. On ne les souhaite absolument pas, et ce n'est pas parce que justement on fait penser les pires scénarios à nos auteurs que l'on souhaite la guerre. Non, nous on souhaite évidemment la paix, mais on doit se préparer au pire, et donc pour se préparer au pire, on fait imaginer le pire par nos auteurs de science-fiction. Mais ce n'est pas une partie de plaisir, évidemment. On souhaiterait qu'on n'ait pas à intervenir dans les années qui viennent. On espère effectivement que certains de vos scénarios ne se réalisent pas. Pardon, Voilà. Emar. Ça permet de rebondir. Effectivement, il y a l'ultima ratio qui est la menace la pire. Le red teaming de l'AID est là pour ça. Derrière, il y a la prospective du jeu des acteurs géopolitiques. On essaie de simuler les relations entre les différents pays, les grands organismes, pour leurs intérêts en termes d'image, en termes d'accès aux ressources, etc. Et là, l'objectif est bien de voir comment est-ce qu'on évite le conflit, comment chacun de ces acteurs a sa place dans cet écosystème de relations entre les autres. Puis si on descend d'un cran, il y a, on va dire, la prospective à vocation économique, où il y a un futur que l'on va créer, un futur que l'on va favoriser, parce que le futur est un domaine de liberté, comme disait Michel Godet. Donc, on peut créer le futur si on offre le produit, le service sur lequel eh bien, la population pourrait adhérer, parce que ses valeurs, ses comportements, ses attentes sociétales, ses attentes générationnelles sont là. Et donc, vous voyez bien que la notion de prospective, qui est de penser l'avenir, eh bien, si on a des outils qui font des scénarios du futur, eh bien, on les oriente différemment, que ce soit pour l'ultima ratio, cette expression qui vient d'être utilisée, ou que ce soit pour dire à une entreprise, eh bien voilà, vous avez une opportunité de marché là, soit vous allez faire du scouting de start-up, soit vous allez créer en interne un start-up studio, soit vous allez agglomérer un écosystème afin d'avoir les bonnes briques pour répondre à quelque chose qui a du sens dans l'avenir. Et pour faire un peu de la prospective sur les deux derniers niveaux que j'ai évoqués, c'est vrai que c'est un mot valise. On ne comprend pas, que ce n'est pas de la prédiction, mais c'est un outil d'analyse des futurs probables et qui a une vocation d'en tirer quelque chose. Ça ne veut rien dire. Donc ensuite, il y a plein de pratiques. Et j'ai vu une question sur les tendances technologiques et les tendances sociétales. Je voudrais réagir là-dessus. Je suis ingénieur moi-même. Au début, je faisais confiance aux tendances technologiques. Ben, je peux vous dire qu'en vrai, ce qui marche, c'est ce que les gens font. Donc, c'est le sociétal. Il y a plein de technologies qui existent, qui fonctionnent, mais que les gens n'utilisent pas. Ce sont des échecs. Échecs technologiques. Enfin, échecs commerciaux surtout. En fait, ce qui drive vraiment le monde, c'est la sociologie, le comportement et comment les aspirations, les comportements que les sociétés ont peuvent s'exprimer au travers d'une offre technologique. Donc ça, c'est vraiment la partie marché que je voulais évoquer. Mais ça rejoint une question qui a été soulevée par rapport à la slide du commandant Collat sur l'absence éventuelle d'une green team dont la personne suggérait que ça puisse être la nation, les citoyens, les usages, etc. Et effectivement, du coup, commandant, est-ce que c'est quelque chose que cet aspect sociologique que vous intégrez aussi dans
dans vos réflexions ou est-ce que c'est moins important dans ce contexte? Alors, c'est une excellente question et je trouve, d'ailleurs, elle vient très tôt dans le débat parce que nous, on a mis beaucoup plus de temps à se la poser, mais c'est central. C'est-à-dire que la Green Team, elle est à la fois dans la Blue et dans la Red Team. Je m'explique. Quand on imagine les événements futurs en 2030, en 2060, c'est l'horizon qui a été fixé pour la Red Team, évidemment, on n'imagine pas une réaction d'un ennemi en 2060 avec l'armée française de 2020. Il faut projeter l'armée aussi en 2060. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle les cônes de potentialité. Ce que je vous présente ici, c'est-à-dire, par exemple, pour les armées, on sait qu'il y a des grands projets qui arrivent. Si je vous parle du porte-avions nouvelle génération, il faut savoir que la personne qui commandera ce porte-avions, elle est encore à l'école primaire aujourd'hui. Donc, ce porte-avions, il arrivera en 2040 dans les eaux, dans les eaux soit méditerranéennes ou l'océan Atlantique. Et donc, eh bien, cette projection, ce cône de potentialité, il est nécessaire justement pour penser qu'on n'est pas là face à des menaces qui sont hors sol, on est face à des menaces qui sont liées à des populations, à une culture, à une sociologie, et on fait la même chose, évidemment, avec les populations. Quand on va penser à une menace dans un pays particulier, eh bien, on ne pense pas avec la population de 2020, on pense avec la population, dans ses évolutions, dans ses cultures, dans ses interactions en 2060, avec ses capacités technologiques, ses problématiques, que ce soit démographiques, climatiques, et on va également penser la société française en 2030, en 2060, évidemment. Et tout cela va faire partie de l'équation dans des moments qu'on appelle, alors c'est très clausewitzien, c'est des moments de friction, c'est-à-dire justement cette friction entre eh bien, des faits qui sont liés à la sociologie, à la technologie, à des rivalités eh bien, qui vont créer des événements dramatiques et qui vont créer des menaces et des moments de rupture. Et c'est ces moments de rupture, évidemment, nous, qu'on recherche à étudier pour bâtir des solutions d'avenir. Alors moi, je souris parce que j'ai actuellement une fille qui est en CE1. Et le fait de l'imaginer en train de piloter des engins militaires est un scénario du futur avec lequel je ne suis pas totalement préparée, je pense. Mais elle a beaucoup de potentiel. Je vais rebondir sur cette notion de sociologie. Vous pouvez aller sur Internet, il y a une méthode, un framework de prospective qui s'appelle Foresight for Design, qui est en accès libre et qui donne des outils assez visuels et qui est très bien pour tout ce qui est un peu comportemental. Je pourrais vous le partager si vous voulez. Et dedans, on retrouve un point clé qui est valable pour toutes les prospectives, y compris celles qu'on a évoquées. C'est ce qu'on appelle la personne du futur, le persona, c'est-à-dire qui est cette personne en 2040 ou en 2060. Bien, comment est-ce qu'on fait dans le comportemental? On va regarder, on appelle des analyses générationnelles, on va regarder quel est l'environnement, les valeurs, les comportements de base pendant les 20 premières années de la personne. C'est quoi ses outils, c'est quoi ses références, c'est quoi son comportement en termes de commandement et d'obéissance, sa relation à l'autorité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit émotionnelle, etc. Et c'est cette base de travail qu'on projette. C'est-à-dire qu'il faut regarder votre fille, Julie, qui a 10 ans, vous regardez ses comportements, vous regardez ses référents, et vous projetez dans un temps, et vous savez, grosso modo, comment elle va se comporter. Mais à 30 ans, dans un environnement technique et informationnel qui aura radicalement changé, et là, vous pouvez imaginer son comportement. Là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Non, je vous confirme, et le rapport à l'autorité aussi est en débat. La question qui se pose dans le chat, qui est effectivement tous les sujets qu'on a évoqués font une large part à la technologie. Et du coup, une question qui est arrivée, c'est est-ce que vous étudiez des scénarios dans un futur non technologique? Alors, aussi bien au niveau de l'armée qu'au niveau industriel, la question peut se poser. Je sais que Aymar a une grande expérience chez Decathlon, qui est quand même une des entreprises qui a le mieux compris les usages, je trouve, ces dernières années. Mais du coup, est-ce que vous anticipez des scénarios dans un futur non technologique ou à faible intensité technologique, disons? Non, je vais dire trois choses. La première, c'est que aujourd'hui, effectivement, comme toute tendance, il y a sa contre-tendance. Et on voit que l'avenir n'est qu'un chemin qui va un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Les excès de la technologie nous appellent vers un retour à la non-technologie. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Comme dans toute tendance, il y a sa contre-tendance.
Ensuite, effectivement, la technologie depuis Tchernobyl est devenue quelque chose qui n'est pas forcément que positif, ce qui n'était pas le cas avant. La technologie sauvait le monde, elle permettait la liberté. Aujourd'hui, la technologie n'est pas perçue de manière que positive. Donc oui, il y a des scénarios qui sont des scénarios non technologiques. Et il y a même des scénarios de crise. Alors, récemment, on a eu le Covid, mais lors d'un exercice fait à l'EGE, il y a un des étudiants qui a évoqué pour un constructeur automobile un cygne noir, un black swan, c'est une espèce de bestiaire qui a beaucoup en prospective, alors les dragons rouges, les black swans, les éléphants blancs, on pourra vous en parler de manière plus précise. Mais un truc qui est impensable, mais qui peut arriver, un peu comme le Covid, c'était impensable et c'est arrivé, et bien qu'à un moment donné, l'ensemble de la plateforme technologique tombe. Et entre guillemets, la communication, l'information, eh bien, ne soit plus disponible. Comment fait-on? J'imagine qu'en termes de guerre, polémologie, l'idée s'y est confrontée, mais ça, je ne peux pas en parler. Ce n'est pas mon métier. Mais oui, alors en termes de réflexion non technologique, c'est ce qu'on a pu développer. Alors, je vais vous partager le lien dans le texte. En fait, sur la saison 0 de la Red Team qui a été publiée donc, sur une plateforme Internet dont je vous ai partagé le lien, qui a été rendue publique par la ministre des Armées, Florence Parly. Donc, cette initiative, vraiment, elle a pousser les auteurs à aller chercher justement des problématiques dites low-tech, où on est sur des populations qui justement à la fois récupèrent des technologies qui sont assez performantes mais accessibles au plus grand nombre et qui vont les détourner justement pour en faire des technologies qui sont faciles d'usage et qui vont aussi leur permettre à la fois d'avoir une résilience face à ce tout technologique, c'est-à-dire qu'ils peuvent se passer d'une hyperconnectivité, ils peuvent se passer de composants assez critiques en termes technologiques, et en même temps, ils vont s'adapter avec une société où on a une part de technologie, mais qui est devenue une part entière, en fait. C'est une part vraiment forte de la société, mais qui est un bruit de fond, et sur lequel, après, on a des acteurs qui vont s'en dissocier un petit peu, s'en éloigner, et qui vont apprendre à vivre sans. Et donc, c'est ce qu'on appelle la low-tech. Et parfois, il y a une réversibilité où ils sont capables de l'utiliser de manière extrêmement pertinente, parce qu'ils la connaissent. Et puis, il y a d'autres fois où ils vont se détacher de cette technologie, s'en éloigner parce qu'elle est autant, on va dire, intéressante pour eux qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle va, alors si on prend le scénario P-Nation, on était sur un puçage généralisé de la population. Et donc, eh ben, on peut penser qu'une certaine partie de la population mondiale a refusé ce puçage. Et donc, ils se sont mis, à la fois, ils se sont nommés apatrides, mais en même temps, ils se sont enfermés dans une capacité justement de résister à la technologie et de créer une société parallèle hors d'une technologie hégémonique. Et dans ce contexte-là, du coup, la question qui peut se poser, c'est que visiblement, vous pensez des choses, enfin en tout cas des scénarios à l'échelle du monde. Quelle est la part de collaboration qu'il y a alors déjà, est-ce qu'il y a des red teams dans d'autres pays, peut-être? Et quelle est la part de collaboration internation et j'ajouterais peut-être interacteurs dans une logique qui nous est chère à l'école de guerre économique, qui est vraiment cette logique de d'embriquement, enfin voilà, de liens très forts entre les acteurs industriels, les acteurs étatiques, enfin, et les influences croisées. Quelle part vous faites à ce type de collaboration? Je vais vous laisser la parole, peut-être commandant, et puis je redonnerai à Aymar ensuite. Alors, déjà, des red teams en tant que tels, c'est-à-dire des gens qui jouent les méchants, il y en a dans pas mal d'organisations, beaucoup dans le monde de l'entreprise. Le principe du red teaming, c'est un principe qui est assez connu, notamment dans le domaine de la cyberdéfense. Et on a de plus en plus de directeurs de la sûreté d'entreprise qui, justement, réunissent des gens pour penser le pire de leurs organisations, pour justement anticiper. Après, ce qui est assez inédit avec la Red Team Défense, portée par le ministère des Armées, qui a été initié par Emmanuel Kiva, le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, c'est ce côté science-fiction. C'est-à-dire qu'on va demander à des auteurs qui n'ont quasiment aucune connaissance du milieu sur lequel on va leur demander de raisonner, c'est-à-dire le domaine militaire, d'aller justement imaginer les pires scénarios qui vont provoquer des menaces insupportables pour les armées. Donc ça, vraiment, c'est assez inédit. Et on a eu beaucoup d'interactions avec nos amis américains, notamment Peter Singer, qui est
l'auteur de Ghost Fleet notamment, qui a travaillé pour l'US Army, également l'armée de l'air américaine, et qui a travaillé justement sur des messages assez forts en termes de science-fiction pour permettre aux armées américaines d'imaginer l'avenir. Là où au ministère des Armées français, on est assez inédit dans l'exploitation de cette initiative, c'est qu'on a voulu faire quelque chose d'assez large et on ne traite pas que d'une seule armée, on traite à la fois de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace, du domaine cyber. Donc, on a voulu avoir une cartographie assez large des menaces qui pouvaient venir s'opposer à nous. Avec ce domaine de création de monde, c'est-à-dire comme vous l'évoquiez précédemment, voilà, il y a des green teams. Oui, en effet, on pense la société de demain, on pense les problématiques, ce n'est pas que les problématiques militaires. On va penser les problématiques sociétales, écologiques, les problématiques de santé. Tout ça, c'est pris en compte, évidemment, pour avoir des mondes qui soient les plus crédibles possibles en termes d'imaginaire. Je vais rebondir, pardon, très vite. Si vous cherchez bien, vous avez des exercices similaires qui ont été faits avec moins de talent par la Russie, par exemple. Il y a un site de Strategic Studies de la Russie pour l'avenir où elle donne des scénarios du monde, un peu comme vient de faire ou comme le faisait l'ODNI avec ses ateliers à 50 que tout le monde a lu, dont la dernière édition est sortie récemment. Vous regardez aussi l'Angleterre, vous regardez aussi d'autres grands pays. En fait, ils projettent toujours une vision du futur. Alors, il faut voir aussi que dans cette vision du futur, parfois c'est la vision souhaitée, ou la vision politique souhaitée, alors que la qualité de la Red Team, c'est faire justement la pire des menaces. Mais beaucoup de pays réfléchissent à l'avenir au global. Ça, je pourrais vous donner des références sur les différents pays, sans aucun problème. En revanche, c'est vraiment la qualité de la réflexion qui est de dire que je pense à l'autre comme il est et non pas comme je veux qu'il soit. Je pense sur la qualité de la méthode. Et les travaux de la Red Team du ministère ont cette qualité-là. C'est vraiment penser à l'autre tel qu'il est. Je voudrais juste rebondir sur une question qui est apparue dans le chat, qui était sur les évolutions sociologiques. Le commandant Collat en a glissé quelques mots. Je voudrais apporter un éclairage complémentaire. Je pense, oui, qu'il y a des révolutions sociologiques en cours, comme il y en a eu par le passé. Il ne faut pas oublier que dans le passé, des révolutions sont arrivées et nous ont amenés là où nous sommes. Et donc, certes, elles accélèrent, mais il ne faut pas prendre le changement comme étant toujours une menace. Ce sont aussi des opportunités. Voilà. Vous auriez des exemples peut-être illustratifs sur des choses qui ont émergé dans le passé et dont finalement on a peut-être des aspects positifs, enfin dont on bénéficie aujourd'hui des aspects positifs plutôt, pardon. Regardez autour de vous, l'environnement technique, l'environnement sécuritaire, l'environnement alimentaire, l'environnement globalement. On n'a jamais mieux vécu sur Terre que maintenant, dans les pays occidentalisés. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde profite du net, mais globalement, et vous regardez les grandes générations, alors, si on regarde le temps long et le passé, il y a les grandes générations civilisationnelles, donc il y a des penseurs comme Toynbee, Spengler, etc., qui en parlent, qui disent comme une société évolue à son maximum, ensuite s'effondre. Ensuite, vous avez les temps technologiques, et je conseille d'aller voir les cycles technologiques ou les paradigmes technologiques qui s'accélèrent. Aujourd'hui, on est effectivement dans un cadre où il y a beaucoup de changements qui arrivent très vite, alors que beaucoup de générations sont en même temps. Si on prend l'exemple de la voiture autonome, dans 20 ans, eh bien, il y aura des gens qui ne seront pas encore nés, qui seront dans des voitures. Ils auront 10 ans, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un permis pour conduire une voiture qui se conduit toute seule. Il y aura des gens qui auront 40 ans, donc qui ont 20 ans maintenant. Il y a des gens qui auront 60 ans, c'est-à-dire qui ont 40 ans maintenant. Il y a des gens qui auront 80 ans, peut-être même 90 ans. Regardez les gens qui ont 40 ou 50 ans. Eh bien, ces mêmes personnes, comme je le disais tout à l'heure, leur habitude, leur manière de conduire, leur relation à l'environnement, les peurs viscérales qu'elles peuvent avoir, les réflexes qu'ils vont avoir, font qu'au même moment, sur la place de la Concorde ou la place de la Comédie, eh bien, vous aurez 4 personnes de générations différentes qui vont interagir au même moment, au même endroit, avec des attitudes complètement différentes. Et c'est ça un peu cette notion où le futur n'est pas que la tendance du passé, il y a aussi des accélérations, des croisements, des positifs, des négatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais
ça me semblait intéressant de faire cette notion entre, il y a aussi des futurs qui s'additionnent. Voilà. Tout à fait, et qui va faire écho avec toutes les questions vraiment très méthodologiques qui arrivent dans le chat, avec une sur est-ce que vous faites de la rétrospective? Alors peut-être pour la Red Team du ministère de la Défense, c'est un peu tôt de vous demander, on se reparle dans une quinzaine d'années, mais est-ce que vous faites de la rétrospective sur des scénarios que vous avez imaginés? Et une autre question qui, pour moi, est assez liée, qui est aussi un peu la question de la communication entre les équipes, des boucles d'apprentissage et peut-être des rituels spécifiques qu'ont vos équipes. Oui, et puis j'ai vu plus haut aussi la question sur la différence entre l'anticipation et la prospective, Oui, qui est une question qui n'est jamais évidente. Alors moi j'ai une réponse qui est peut-être pas la bonne, hein, mais en tout cas pour moi l'anticipation, c'est on part de données d'entrée qui sont actuelles et on les extrapole vers l'avenir. Donc le gros problème de l'anticipation, c'est qu'il y a un biais, c'est le biais de départ, c'est-à-dire qu'on estime que à partir du moment où on regarde la société, la technologie, eh bien on ne regarde que ces éléments-là et on les fait évoluer. Donc il est très difficile d'amener de nouveaux éléments puisqu'on ne regarde que le point de départ. Alors que la prospective, et notamment la prospective qui est menée par la Red Team Défense, c'est de créer des mondes en 2060 et ensuite justement de rétro-pédaler dans ces mondes pour dire comment on en est arrivé là en 2060. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour arriver au monde imaginé par la Red Team en 2060, eh bien, il y a des nouveaux objets qui apparaissent en 2050, en 2040, en 2030, et voire même en 2022, l'année prochaine, parce que s'ils n'apparaissent pas, ces nouveaux objets, jamais le monde tel qu'il a été imaginé par la Red Team existerait. Et donc, ces nouveaux objets-là, c'est un peu les signes noirs de Taleb, c'est des choses qu'on n'a pas pu penser par l'anticipation, parce que l'anticipation, elle se base uniquement sur quelque chose qui existe aujourd'hui, qu'on va pousser vers l'avenir. Donc ça, c'est important. Et ça, dans la technique, dans la manière dont on va mener des ateliers de travail, ce rétro-pédalage, il est important d'aller d'abord se projeter très très loin dans le futur, justement avec ce côté un petit peu irréel, irréaliste. Et comment est-ce qu'on arrive à ce côté irréaliste? Parce que souvent, une menace, au moment où on la voit arriver, eh bien, on se dit, mais c'est impossible, comment est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau de violence, à ce niveau de chaos? Eh bien, souvent, c'est à partir de facteurs qui sont à la base assez anodins ou qu'on n'a pas vu arriver. Voilà, donc cette technique-là, elle est extrêmement importante pour la Red Team. Et ensuite, on a un jeu d'échange permanent avec d'abord une très grande liberté de nos auteurs. Il faut savoir que nos auteurs de science-fiction, ils ont le droit de tout dire, tout faire. Il n'y a pas du tout à la fois d'interdit et puis en même temps de censure. Et par contre, on va ensuite, au fur et à mesure, les faire travailler avec la Blue Team, avec les gens du ministère des Armées, avec des experts aussi scientifiques qui vont rendre les scénarios le plus crédibles possible, puisque la Blue Team, évidemment, quand on lui raconte comment se passe la guerre en 2060, eux, ils la font aujourd'hui en 2020, et donc ils sont capables de dire à la Red Team les choses qui la touchent ou les choses qui les touchent moins. Est-ce qu'il y a j'aime beaucoup des rituels la dans cette différence entre l'anticipation et la prospective. Je Oui. rajouterais juste deux choses, c'est que pour faire de la prospective, il y a, je dirais presque maintenant une vingtaine d'années, justement chez Decathlon, on avait fait des scénarios papier sur ce qu'on appelle les Imaginus. C'est comment est-ce que le sport allait évoluer dans 20 ans. Ben, quand je les regarde, honnêtement, on avait peur en les écrivant. C'était que du travail de design, de conception des usages. Qu'est-ce que les gens aiment fondamentalement? Et si on répond sans rien savoir de la technique, sans aucun frein, en disant mais non, ça n'existera pas, ben, si on répond juste à ce que les gens aimeraient dans le futur, et bien au final, on se passe ça 20 ans après qu'on y est. Et c'est ça, la démarche de prospective, c'est pas juste raconter l'avenir, on s'en fout. C'est comment identifier à long terme et donc faire des pas intermédiaires, ce que vient de dire le commandant, faire des pas intermédiaires pour suggérer ou favoriser ce futur. Et si la Blue Team et la Red Team interagissent sur des grands programmes d'armement, si j'ai bien compris, dans le ministère de la Défense, pour des entreprises, ça veut dire c'est quoi la position, c'est quoi la disposition, les postures que je dois avoir sur des marchés pour pouvoir soit favoriser, c'est-à-dire ensemencer ou surfer sur une vague de marché qui peut arriver potentiellement dans ces environnements-là sur des thématiques proches. C'est ça. Le but, c'est pas dire qu'il y a des catastrophes ou qu'il y a des changements radicaux. C'est dire comment est-ce que je m'arme maintenant pour à moyen terme être prêt
à déclencher vite la bonne réponse qui va me permettre de préempter ce futur-là. Et je trouve qu'on ne va pas faire la bataille des mots du dictionnaire entre anticipation et prospective, mais je trouve que dans le mot prospective, un peu comme le commandant, j'y associe plus de méthodologie, on va dire, de backcasting, c'est-à-dire, si on prend un terme de méthode, à partir du futur remonté à maintenant, plutôt que de planification, on prend 5% par an, alors demain, ce sera comme ça. Méthodes qui, de toute façon, aujourd'hui, enfin, j'imagine, d'un côté comme de l'autre, sont plus, enfin, prévoir le futur de cette manière-là semble, notamment depuis la crise du Covid, être devenu complètement, aléatoire et quasiment impossible de toute façon. Alors moi, je pense que le commandant va vouloir interagir, mais je vais dire un truc. D'abord, la prospective, on ne prévoit pas. Et ensuite, le résultat, c'est quoi? Comme on ne peut pas prévoir, c'est pas dire ce sera ça à telle date. C'est quelles sont les capacités, quelles sont les dispositions dont il nous faut dans cet horizon-là pour pouvoir y répondre. Bah, si vous parlez de la crise du Covid, le GDSN avait fait un excellent travail en disant bah voilà, il est potentiellement réaliste de croire que des grandes crises. Voilà. Bon. Après, la question, c'est avons-nous conservé les dispositifs, et, que ce soit des dispositifs informationnels, des processus de décision, voire des capacités techniques, pour pouvoir répondre au cas où? Eh bien, à un moment donné, si j'en prends mon historique, ça avait été fait, puis après, ça n'a peut-être plus été fait. Tout à fait. Et c'est là où on en vient un petit peu à ce que l'on expliquait au début de la conversation, qui était comment est-ce qu'on transmet ce message de prospective et comment est-ce qu'on fait adhérer les gens à cette vision pour que demain, ils bougent concrètement leurs barrières, leurs frontières, pour prendre en compte ce risque de crise. Et plus on va convaincre les gens, plus on va les projeter dans les potentialités du monde qui est imaginé, plus ensuite ils vont adhérer dans leur quotidien et mettre en œuvre des politiques qui vont permettre justement de prendre en compte les risques imaginés. Et peut-être ce qui s'est passé au SGDSN, c'est que justement, on a les gens qui devaient prendre en compte les risques imaginés ou présentés par le SGDSN, ils ne se sont pas assez mis à la place de la personne qui allait vivre cette crise dans les années suivantes. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de productions qui ont été réalisées sur la saison 0 de la Red Team. Donc, à la fois, il y avait de la réalité virtuelle, il y avait également des acteurs avec des petits films qui ont été tournés. Donc, la thématique, c'était les pirates du futur. Donc, évidemment, ils ont inventé des champs pirates avec toute une sociologie du pirate du futur. Il y avait du dessin, évidemment, des articles de presse avec notamment, là, vous voyez le communiqué de presse de l'Agence spatiale européenne en 2050 qui envoie la fusée Ariane Heavy, des avatars, et puis un ouvrage également. Alors, on reste dans le papier, là, mais voilà, un ouvrage avec les différents récits qui ont été compilés par les auteurs de science-fiction et qui permettent justement aux gens de se projeter. Et là, vous voyez par exemple l'idée qui a été de mettre des apatrides sur l'eau avec Lagos sur l'eau. Ils sont partis de quelque chose qui était pourtant existant. Ça, c'est un navire de la US Navy. Et puis là, on a un dessin de Françoise Cuten où là, on passe à une ville flottante de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et puis ensuite, une modélisation 3D, tout ça pour rendre le plus crédible possible le navire qui a été imaginé, qui est un navire un petit peu mer, qui accueille l'ensemble des réfugiés et qui est un peu un enfer tactique pour des armées qui voudraient s'opposer à ce type de navire, parce que dessus, bah, vous avez des soldats évidemment, mais vous avez aussi leurs familles, vous avez des enfants, vous avez tout un écosystème qui fait que ce sont des domaines extrêmement compliqués en termes d'approche stratégique, politique, quand vous avez ce type de structure qui vient dans vos eaux territoriales ou qui vient menacer vos intérêts stratégiques. Et puis là, vous avez un dessin justement d'un pirate du futur, et on parlait tout à l'heure de l'empreinte technologique de l'avenir. Et bien là, vous voyez, on est sur un pirate de 2040-2050. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il n'a pas un œil, il n'a pas un œil en moins, mais il a plutôt une lentille sur son œil qui lui permet de voir plus loin et de voir la nuit. Il a un drone à la place du perroquet qui lui permet d'aller justement regarder ce qui se passe tout autour de lui assez facilement. Par contre, il a toujours comme arme une Kalachnikov, qui est une arme qui, je le rappelle, a été produite à la fin des années 1940 au XXe siècle. Et donc, on voit ce mélange de low-tech, enfin de technologie de très haut niveau, et puis à la fois de technologies de l'ancien monde qui se côtoient, qui sont utilisées. Et puis, évidemment, il a une jambe bionique, puisqu'il n'a plus de jambe en bois. Donc, tout ce récit-là, toute cette imaginaire
eh bien, il permet justement de projeter les gens plus facilement et qu'ils s'imaginent, qu'ils personnifient les problématiques qu'ils rencontreront dans les années qui viennent. On est tous en train d'imaginer des trucs. Non, mais le drone à la place du perroquet, finement vu. Et Marc, je vous en prie. L'image à la place du texte, la vidéo à la place de l'image, et bientôt les environnements immersifs. Ce sont des tendances techniques et l'information passe par là. Pas bon. Tout à fait. J'ai une question qui... Oui, allez-y. Non, j'avais une question sur l'interaction entre l'intelligence économique, qui est le cœur de métier de nombre de participants ici, et sur le design fiction, et qui va nous amener un peu gentiment à la clôture de cette conférence, mais qui est comment on nourrit, comment on nourrit d'informations, de connaissances, ce type de démarche. Comment est-ce que on s'assure de ne pas rester, je dirais, coincé dans des imaginaires peut-être moins riches, ou peut-être... quelle place on fait au renouvellement des imaginaires et quelle place on fait à l'intelligence économique dans ce contexte-là? Alors, si vous me permettez, je vais commencer, mais le commandant peut m'interrompre à tout moment, sans aucun problème. Il faut bien voir que quand on regarde autour de nous, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Une boîte fourchette, un escalier, une chaise, un papier, un crayon. Et puis il y a des choses qui changent très vite. Ce qui veut dire qu'il y a des temps, des rythmes, des souffles. Alors, effectivement, il y a le rythme de l'ethnographie de la population. Lui, c'est facile de le projeter. Donc il faut de l'information, du modèle pour projeter. Il y a du jeu des acteurs, des gros acteurs industriels dont on peut, mis à part une catastrophe, un cygne noir ou un Black Swan, comme vous voulez, présager qu'ils seront encore là dans les 5, dans les 10, dans les 15 ans qui viennent. Comme on voit leur information, leur stratégie dans le passé, il est probable, grâce à cette information économique, d'imaginer leur posture dans l'avenir. Et puis, il y a des comportements sociologiques où là, il n'y a pas d'information, c'est de la créativité, c'est de l'empathie, c'est du personnel. Ce que je veux dire, c'est que pour avoir des bons scénarios, il faut des environnements qui ont des souffles. Il y en a où, pour les créer, il nous faut de l'intelligence économique, il nous faut de l'analyse de données, il nous faut des notions pertinentes sur le futur. Et puis, des choses qui vont changer vite, des choses qui sont plus sociologiques, typiquement le pirate. Il n'y a pas d'études techniques sur un Pirate Corporation qui a permis de faire ce pirate-là. En revanche, la ville flottante vient d'une compréhension de l'avenir, d'une projection sur ce qui est faisable. Eh bien, tout cet environnement, ce décor de théâtre dans lequel on fait jouer les personnages, eh bien, sont issus d'une base de connaissances qui est nourrie par l'intelligence économique. Voilà, à mon avis, un axe sur lequel on peut voir ce continuum. Alors oui, pour compléter très, très rapidement, ce qui est certain, c'est que le design fiction en intelligence économique, il permet justement parfois aussi de pallier un manque d'information, c'est-à-dire que les écueils sur lesquels on pourrait avoir à agir dans l'avenir, eh bien, c'est très difficile de les extrapoler. On a aussi eh bien, le monde de l'entreprise qui, évidemment, pour elle, la donnée, c'est son nouveau pétrole, et donc elle le protège, elle le jalouse. Et donc, il est très difficile, encore plus, je pense, aujourd'hui qu'hier, même si on a un flot d'informations disponibles sur les réseaux, les informations qui sont les plus sensibles et les plus intéressantes d'un point de vue économique, en fait, elles sont enfouies, cachées et non communiquées. Et donc, la prospective, justement, elle permet de s'affranchir un petit peu de ces problématiques-là en surpassant ce problème et en créant des possibles qui, justement, permettent d'imaginer les écueils futurs. Alors, ensuite, on ne prédit pas le futur, en effet, donc c'est des futurs possibles, et ça permet tout de même de préparer l'entreprise à des champs du possible qu'il n'aurait pas pu imaginer par une simple analyse sectorielle à partir des données disponibles, parce que c'est tout à fait impossible. Voilà. Et il y a aussi une notion importante en termes de masse. Aujourd'hui, ça coûte très très cher d'analyser la donnée en masse. Il n'y a que quelques groupes dans le monde qui sont capables de le faire. Et donc, pour l'entreprise intermédiaire, la prospective, c'est peut-être un moyen à faible coût, justement, d'anticiper l'avenir et d'avoir un coup d'avance sur son concurrent.
Je vais compléter avec une… J'ai réagi à une question et comme je vois que l'heure tourne, je me dis, j'espère qu'on aura le temps de la traiter. Donc, je la Tout est traite, traité. voilà. Sur le jeu des acteurs. Alors, dans le jeu des acteurs, on a un problème, c'est que imaginez l'interaction entre plusieurs personnes. Ben, si vous êtes tout seul à le faire, vous ne pouvez pas être en même temps le joueur A, le joueur B, le joueur C. Donc, quand vous faites un écosystème technique, un écosystème réglementaire ou un écosystème géopolitique avec des grands acteurs, avoir une personne qui raconte l'histoire, il y a forcément un biais. Elle va vouloir confirmer en faisant jouer les autres tels qu'elle, elle le pense. Comment est-ce qu'on dépasse ce biais? Eh bien, on personnifie. On va prendre différentes personnes et chaque personne va s'identifier à un acteur. Et on met des situations. Et c'est une question qui est posée là, dans le chat. Effectivement, c'est une manière de raconter des histoires. Et l'intérêt, ce n'est pas l'histoire. L'intérêt, c'est la chaîne des causes et conséquences et comment les autres réagissent. On appelle du sandboxing. Donc, on se met une boîte à sable, on met différentes situations. Et finalement, en regardant les autres jouer leur propre rôle, l'intelligence stratégique ressort en disant ah oui, dans ces différents scénarios, ces différentes réactions par rapport à des points de départ A, B, C ou D, eh bien, je vois que mon concurrent, à chaque fois, il réagit comme ça. Et en fait, maintenant que vous m'expliquez, c'est légitime, de son point de vue. Alors que, initialement, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. C'était juste cette notion de jouer les acteurs en les personnifiant. Tout à fait. Comme on a toutes ces questions aussi, j'avais une question alors que je trouve extrêmement intéressante sur vous imaginez, est-ce qu'à l'inverse, il arrive d'imaginer des présents et des passés alternatifs pour peut-être donner naissance encore à d'autres futurs? Ça commence à devenir un peu dense, mais… Bah, tout est possible en termes de, voilà, de technique et de méthode. Très clairement, pour la Red Team Défense, non, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller questionner nos forces armées sur un horizon qui est de 10 à 40 ans. Changer le passé, intellectuellement, ça peut être assez intéressant et culturel, d'un point de vue artistique aussi, mais ce n'est pas l'objet, en tout cas, sur la Red Team Défense. Mais ça existe, hein, il y a plein de livres et de méthodes, je pense, qui existent pour travailler de cette manière. Ouais. Et on revient aussi justement à cette question de comment nourrir ces imaginaires-là. Moi, je voudrais qu'on s'attarde peut-être un petit peu sur l'imaginaire de la voiture volante, qui est un peu l'imaginaire futuriste fondateur, mais qui en même temps, finalement, ne se concrétise pas alors qu'on continue, qui nourrit effectivement des démarches artistiques qu'on continue à avoir et que, par exemple, dans les travaux de la Red Team, on retrouve. Mais alors, pas du tout. Ce qui est quand même assez frappant, si je puis dire. Voilà, on vous a montré qu'une partie des scénarios, c'est pour ça. Mais des trucs flottants, mais pas des trucs volants. Enfin, pas les voitures volantes. Oui, parce que la voiture volante, c'est aussi un fantasme qui est porté depuis très longtemps. Aujourd'hui, la grosse problématique des voitures volantes, c'est pas tant la technologie, c'est la réglementation. En fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est ce qui empêche les voitures volantes d'exister. Alors là, je ne vous montre pas une voiture volante, je vous montre un Rafale, un avion de combat. C'était pour vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on inspirait aussi nos auteurs de science-fiction. Bah là, typiquement, nos auteurs, ils sont face à un Rafale qui est en permanence opérationnel, c'est-à-dire qu'il peut décoller en moins de 2 minutes pour aller intercepter n'importe quel aéronef qui viendrait s'aventurer de manière non autorisée dans l'espace aérien français. Et puis, vous avez à droite une visite d'un centre de lancement de missiles. Et donc, on a nos auteurs aussi qu'on projette dans le réel pour leur donner aussi une vision de ce qu'est l'existant et ensuite de se projeter encore un peu plus loin et de voir aussi la réalité humaine des personnes qui travaillent pour la défense des Français. Et c'est extrêmement important de les connecter au réel. Et cette voiture, et pour revenir sur la voiture volante, encore une fois, c'est essentiellement des problématiques réglementaires. Les voitures volantes, vous en avez des dizaines qui existent dans le monde, qui sont garées dans des garages, mais qui ne peuvent pas voler du fait qu'on leur interdit de voler. Voilà. Et qui, du fond de leur garage, nourrissent encore des imaginaires. Tout à fait. Exactement. Et comme vous le disiez très bien, l'homme a toujours voulu voler et il y a 50 ans, il y a 100 ans, même les travaux de 1900, ils ont fait des planches assez connues sur une bande dessinée sur comment ils voyaient le monde en 2000. Alors socialement, rien n'avait changé. Hein. En revanche, techniquement, ils avaient quand même bien projeté la technologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils
pensez déjà aux voitures volantes, on y pense, peut-être qu'un jour on y arrivera, j'espère, aujourd'hui il n'y a pas de frein technique, mais il y a plein de rêves comme ça qui sont finalement permanents. Et c'est la permanence de ces rêves qui est intéressante, parce que finalement, ce sont les moyens à disposition qui vont les rendre plus ou moins possibles, avec plus ou moins de limites. Et finalement, quand on reprend les rêves permanents ou les fondements sociologiques et qu'on les projette dans un environnement de moyens, ben finalement, on arrive à avoir une bonne vision du futur. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est extrêmement intéressant, ouais, merci beaucoup. J'ai partagé dans le chat 3 liens, un sur les travaux de l'Allemagne en 2030, un sur le Russian Council, donc c'est leur vision 2019 du futur, avec différents scénarios. Et pour une question sur à quand un livre de la CIA par l'armée et les services de renseignement français, je me suis permis de mettre l'excellent travail sur les horizons stratégiques 2025 qui date un petit peu, mais qui était quand même un travail de prospective, pas de red teaming au sens où on l'évoque aujourd'hui, mais qui pour moi avait fait date, en tout cas dans la pensée française. Voilà. Je me suis permis, je ne savais pas si vous alliez l'évoquer, mon commandant. Merci pour le partage des liens. On va les récupérer là. Bien sûr, on les tiendra à disposition des participants qui le voudraient. Je vais prendre une dernière question sur est-ce que les scénarios technologiques semblent plus faciles à créer que des futurs sociologiques. Est-ce que vous partagez ce constat ou pas forcément? Vous commencez ou je commence? Allez-y, Aymar, je vous en prie, si vous voulez. Il y a pas mal d'outils pour projeter l'avenir technologique. Il y a les outils qu'on appelle les TRL, où globalement, on voit ce qui se fait dans les labos, on sait combien de temps ça part du labo aux expérimentations et que ça va sur le marché. Donc, on voit comment ça peut fonctionner en mode industriel disponible. On a de la vision sur ce qui va se passer. Il y a des courbes par des agences comme le Gartner ou d'autres qui permettent de se dire, bah, tiens, ils ont détecté ça. Et, voilà. Donc, on a une vision actuelle de ce qui arrive en termes de technologie. Donc, c'est assez facile de voir ce qui serait crédible d'imaginer en termes de technologie disponible. Bon, maintenant, il y a toujours eu des surprises en termes de technologie. On a du mal à voir ce que c'est que les clusters, dire comment l'IA se mélange à de l'impression 4D, qui se mélange à du HPC, qui se mélange à de la bio, qui se mélange, enfin, une espèce de phénomène d'agglomération de plein de trucs ensemble. Et ça, il n'y a que le génie humain. Donc, a priori, on pense que les scénarios techniques sont plus faciles parce qu'effectivement, on a plus d'outils de base. Les scénarios sociologiques, en revanche, on a l'impression qu'ils sont plus compliqués, mais je ne dirais pas. On a moins d'éléments factuels, mais on a plus d'empathie avec différentes générations, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Imaginez les comportements sur la place de la Concorde de 5 personnes dans 5 voitures autonomes, c'est finalement assez simple. En revanche, la technologie, elle est mondiale, alors que les sociologies, entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre, l'Espagne, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une vision marché globalisée plutôt qu'une vision technologique globalisée. Oui, tout à fait. Et alors, sur la partie sociologie, on a les anthropologues qui sont très bien pour ça. Et en fait, l'humain est quand même formé sociologiquement par un pattern qui est plusieurs fois millénaire. Et l'étude du passé, pour le coup, est très utile en termes d'évolution sociologique pour prédire notamment les interactions sociales. Là où la technologie, par contre, peut accélérer l'émergence de nouvelles pratiques sociales ou de nouvelles interactions sociales, mais elle ne fait qu'accélérer. Mais on peut déterminer assez facilement ces interactions sociales à venir du fait notamment de toute la collecte qui peut exister aujourd'hui et par le passé de l'histoire humaine, en fait, simplement. Merci beaucoup. Il y a tout plein de questions qui arrivent, donc on sera obligé de faire une deuxième conférence à l'automne qu'on fera en présentiel, bien sûr. Voilà, donc on revient vers vous pour ça. Moi, j'aimerais qu'on clôture tranquillement et du coup, j'avais une question à vous poser à tous les deux qui est celle d'une recommandation peut-être de mode de travail, de techniques que vous employez, de lecture, de choses comme ça, qui sont pour vous de bonnes approches dans le domaine, soit du design fiction, de prospective, etc. Si vous aviez une recommandation à nos
à nos participants et à nos auditeurs qui sont encore très nombreux, même s'il est 8h15, et que je remercie aussi beaucoup parce que c'est eux qui ont posé les meilleures questions. Bah, moi, si j'ai une lecture à recommander, alors la Red Team, en effet, c'est une partie des activités de l'Agence de l'innovation de défense. Et moi, mon domaine aujourd'hui de prédilection, c'est bien l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation, on a souvent tendance à la voir avec le côté technologique. Et moi, je la vois essentiellement par le côté humain. Les énergies humaines sont essentielles et indispensables pour mener une innovation qui fonctionne et qui va dans le bon sens. Et on a un auteur pour ça qui est extrêmement intéressant et que je vous invite à lire, à parcourir, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. Et vous avez un auteur qui comprend le sens de l'humain, qui est un amoureux évidemment de la langue française, un amoureux de l'homme. Et Antoine de Saint-Exupéry, il a des réflexions sur l'innovation qui sont très percutantes, très intéressantes. Et puis, si vous avez des enfants, eh bien, vous commencez par Le Petit Prince et c'est magnifique. Voilà. Sur cet appel à l'étoile, je rebondirais en parlant un peu plus terre à terre, et j'en suis désolé. On aurait dû inverser, vous auriez finalisé par les étoiles, ça aurait été magnifique. Moi, je vous conseille de vous renseigner sur la différence entre la causalité et l'effectuation. C'est on est dans un pays cartésien, on pense qu'on a des modèles mathématiques, on pense que si on connaît la chaîne des causes et conséquences, alors demain est une certitude. En fait, il vaut mieux faire et essayer. C'est ce qu'on appelle l'effectuation. Aujourd'hui, dans le logiciel, dans l'objet, il y a de l'agile design thinking, c'est ça. On fait, on essaye, on s'aperçoit que en fait, le comportement humain réagit beaucoup plus vite à l'évidence qu'à une réflexion. Et que pour tourner une vis, ben, vous avez un tournevis, oui, mais vous avez tous utilisé une cuillère, un bout de couteau ou une pièce de 10 centimes d'euros. Ce n'est pas prévu, mais en faisant, vous trouvez des solutions. Ben, l'esprit trouve des solutions. Donc faites confiance au faire. Faites confiance à l'expérimentation. Oui, c'est bien d'avoir des chiffres, oui, c'est bien d'avoir des modèles, mais c'est en expérimentant, en racontant des histoires, en s'immergeant dans la réalité, finalement, on en ressort de l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas la technologie, l'innovation, c'est un truc qui change la vie humaine. Et donc, observez autour de vous, observez les comportements, et puis faites, prototyper, tester. C'est sur ces mots-là que je voulais terminer. Tout à fait, ne pas avoir peur de faire le premier pas, c'est ce qui bloque les plus grandes innovations en fait. On est tous des innovateurs en puissance, il faut juste ne pas avoir peur de se lancer. Voilà. Que je vous confirme, parce que le point de départ de cette conférence, c'est un podcast qui s'appelle Le Collimateur, que je vous recommande, qui est le podcast d'Alexandre Jublin, qui est chercheur à l'IRSEM, l'Institut de recherche de l'école militaire, où le commandant Collat était, alors que, voilà, que moi j'écoute avec beaucoup d'attention. Et donc le commandant Collat était un invité, et suite à cette écoute, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn auquel il a répondu avec énormément de rapidité et d'efficacité, ce qui était le point de départ de cette conférence. Donc on ne pouvait pas ne pas mentionner voilà, quand même ce podcast que je vous recommande. Et sur les sujets d'intelligence économique et de méthodo, je vous recommande un autre podcast qui est celui du centre de documentation de l'IRSEM, qui s'appelle Signal sur bruit, et qui est aussi de très grande qualité. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Merci Émar, merci commandant. C'était extrêmement instructif, c'était un plaisir. J'espère que je parle pour tout le monde en vous disant que c'était vraiment d'un très grand intérêt. On vous retrouve en octobre pour la deuxième partie, du coup, en présentiel à l'École de guerre économique. Avec plaisir. Merci encore. Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.